L'histoire d'Ashley Pittman ressemble à un conte de fées moderne. Une jolie jeune femme qui semble avoir toute la vie devant elle. Elle rencontre un homme qui lui promet monts et merveilles. Folle amoureuse, elle va le suivre pensant qu'avec lui, elle vivrait enfin la vie dont elle a toujours rêvé. Mais c'est finalement un cauchemar qui lui fera subir. On part aujourd'hui en Amérique pour découvrir comment celle qui est décrite par ses proches comme un ange dévoué verra son existence basculer vers l'enfer, tandis qu'elle sera consumée par sa passion. Nous allons creuser dans sa jeunesse afin de comprendre chaque élément, afin de comprendre comment Ashley a pu tomber dans cette spirale fatale qui l'a conduite à rendre son dernier souffle le jour de Thanksgiving en 2006. Mes amis, on est parti pour cette fucking histoire. Let's begin. Fin des années 70, Donna, alors enceinte d'Ashley, fait la rencontre de Jim Pittman, lui-même père d'une fille de 5 ans issue d'une relation précédente, Kesia Vekovius. Quelque temps après, le 4 novembre 1978, la petite Ashley qui pèse alors moins de 2 kilos voit le jour. Et alors que ça semblait mal engagé, elle se retrouve au sein d'un foyer tendre et bienveillant. Jim, qui n'avait pourtant aucun lien biologique avec l'enfant, déclara d'ailleurs qu'il avait aimé Ashley dès sa naissance et dès lors, il fit tout pour que ses 2 filles soient heureuses. Par la suite, il épouse Donna et avec l'accord de son père biologique, il adopte légalement la petite Ashley avant qu'elle n'entre en maternelle. Il va lui offrir tout l'amour d'un père et toute la stabilité qu'il pourra. Elle grandit à Bossier City en Louisiane, entourée de sa famille et de ses amis, en particulier de Erin May et Laurie Machen, ses amis d'enfance qu'elle avait connus respectivement à la maternelle et en primaire. Jim, quant à lui, était employé de cheminot et il travaillait dur. Il était souvent absent et ne comptait pas ses heures de travail. Il voulait que sa famille ne manque de rien. Donna, quant à elle, était femme au foyer. Elle entretenait à la maison, s'occupait des enfants et veillait à leur éducation. D'après Keisa, et malgré les absences récurrentes de son père qui travaillait dur, la mère de famille savait faire régner l'ordre à la maison. Elle était plutôt stricte. Jim, quant à lui, était qualifié de père aimant et dévoué, ayant élevé Ashley comme sa propre fille. À titre d'exemple, Laurie et Ashley étaient très fans d'un groupe à l'époque, les New Kids on the Block. À l'été 90, alors qu'ils devaient donner un concert dans la ville et qu'il était presque impossible d'obtenir des entrées, leur papa Jim accompagna les 2 fillettes pour dormir devant la salle et ainsi être sûr d'avoir des billets. Ça, c'est vraiment un papa en or. Tout faire pour que ses enfants soient heureux. C'est vraiment bien. Je trouve ça toujours beau, l'amour d'un père ou d'une mère envers ses enfants. Et là, on pouvait le ressentir qu'il voulait leur faire plaisir. Et ça, c'est très beau. Bref, malgré un schéma familial plutôt atypique pour l'époque, leurs parents ont apparemment fait tout ce qu'ils pouvaient pour élever au mieux leurs enfants et leur donner une bonne éducation. Ashley était heureuse et pleine de vie. Cependant, cette situation ne durera pas, emportant avec elle une partie de l'innocence et la douleur propre à la plupart des jeunes enfants. En effet, quelques années plus tard, le jour des 12 ans d'Ashley et sans fournir d'explication, Donna annonça à Jim qu'elle partait. Elle chargea sa voiture, quitta son époux et ses enfants, et abandonna sa fille aux bons soins de Jim. Il se retrouva seul avec son salaire d'ouvrier et avec 2 adolescentes à charge. Le père de famille était abasourdi. Jamais il n'aurait pensé qu'elle aurait pu faire ça. Il déclara à ce sujet: « Ashley a fondu en larmes. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu'a vécu ma petite Ashley. Son cœur s'est brisé en morceaux quand sa mère est partie. Abandonner son propre enfant, quelle tristesse. S'il y a bien une chose qui fait peur dans cette vie, je pense que c'est l'abandon. T'es dans ta routine avec les gens que tu aimes, amis, famille, tes parents que tu aimes par-dessus tout. Et du jour au lendemain, imagine que ton père ou ta mère décide de partir du foyer de son propre chef. Tu te retrouves là, abandonné, comme si tu n'avais jamais existé à leurs yeux. La sensation doit être horrible à vivre et j'ai du mal à imaginer ça. À ce moment-là, Ashley est déchirée et totalement désemparée face à cette situation plus que brutale. Aujourd'hui encore, les motifs de ce départ précipité sont toujours inconnus. Cependant, d'après Keisa, sa sœur, adolescente au moment des faits, Donna, sa maman, lui avait déjà exprimé son mal-être et serait partie, car elle pensait que c'était le mieux pour eux. Si sa demi-sœur avait vu quelques signes annonciateurs d'une rupture entre ses parents, Ashley, elle, n'en revenait pas, elle était dévastée. Quant à leur père, lui aussi était très bouleversé par ce départ. Et il va aider au mieux ses filles à traverser ce moment difficile et à se reconstruire. Libérée de ses engagements, Donna va se remarier assez rapidement. Et elle s'installera par la suite au Kansas. Là-bas, elle reste en contact avec son ex-famille, mais ça reste très occasionnel, malgré ce contexte familial agité et confus.
Son père adoptif fera son maximum pour offrir un foyer décent à ses filles. Il voulait leur offrir le meilleur et qu'Ashley puisse finir ses études. Ashley va étudier au Parkway High School jusqu'en 1996. Une fois ses études secondaires terminées, elle s'envole pour l'Arkansas, où elle va étudier pour la Ouachita Baptist University. Avec son amie d'enfance Lori, elle avait décidé d'aller dans la même université afin de ne jamais se séparer. C'est ainsi qu'elle se retrouve colocataire durant cette nouvelle étape de leur vie. Plus tard, Lori déclarera les choses suivantes. Elle se liait instantanément d'amitié avec n'importe qui. Elle aimait les gens et elle était vraiment, vraiment drôle. C'est en 1998, au sein de la même école, qu'Ashley fait la connaissance de son futur mari. Il est âgé de 22 ans, étudiant en gestion, et il se nomme Jeffrey Scott. Ils ont été mis en relation par un ami en commun de la fac. Lori et Erin ont été les témoins privilégiés de cette histoire d'amour naissante. D'après elle, entre la populaire et sociale Ashley et le timide et distant Jeffrey, ça a matché immédiatement et ils se sont plu instantanément. Fidèle à sa réputation d'étudiante extravertie, elle était si pleine de vie. Elle voulait le faire sortir de sa coquille et le décoincer. Ils sont devenus très rapidement inséparables, et certains de ses amis diront que peu de temps après leur premier rendez-vous, Jeffrey était devenu le centre du monde de la jeune femme. La vie d'Ashley paraît alors se profiler à merveille, puisqu'elle est diplômée de l'université Baptist Ouachita en 2000. Au même moment, son compagnon depuis plusieurs années maintenant lui demande sa main lors des fêtes de Noël. Ashley était aux anges et tout semblait aller pour le mieux. Mais à ce moment-là, il y avait quelques signes qui annonçaient de mauvaises choses. Ses amis avaient déjà constaté que depuis le début de sa relation avec Jeffrey, elle avait commencé à prendre ses distances avec eux. Ils ont d'abord mis ça sur le fait qu'elle accordait énormément d'importance à son couple. Ses amis pensaient qu'elle voulait aussi s'intégrer dans la vie de classe moyenne supérieure, à laquelle son fiancé et les siens appartenaient. En effet, il venait d'une famille plutôt bourgeoise, vivant dans une banlieue riche de Memphis, et qui semblait avoir tout ce qu'on pouvait désirer. Ses parents étaient toujours mariés, sa mère était mère au foyer et son père chef d'entreprise. Un schéma familial plus que parfait, mais aussi déstabilisant pour Ashley. Elle était bien loin des standards qu'elle connaissait. De plus, si de l'extérieur tout semblait parfait, eh bien c'était pas vraiment le cas quand on creusait bien. L'entourage de Jeffrey lui rappelait constamment qu'elle venait d'un foyer brisé et qu'elle n'était pas vraiment du même monde. Moi tu me fais ça, je peux te garantir que je ne reste pas. Prenez vos couverts pour couper vos burgers, moi je reste avec mes mains, tel un sauvage. Oui messieurs dames, un peu de respect s'il vous plaît, et de tolérance. Être issu d'une famille pauvre ne veut pas dire qu'on doit être dénigré, et que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est mauvais. Oh, on se calme. Bon, je reprends parce que je suis en train de partir trop loin. Son fiancé ne se gênait pas de lui rappeler qu'elle venait d'un milieu ouvrier. Il lui disait tout ça pour générer une honte de ses origines, et donc provoquer une distance entre elle et ses proches. Et c'est d'ailleurs une attitude qu'on remarque souvent chez les maris violents. Ils tentent souvent d'éloigner leur femme de leur famille et de ses amis pour qu'elle n'ait personne chez qui aller et se confier. Alors que leur rapport avait toujours été chaleureux et qu'avant sa liaison avec Jeffrey, Ashley avait son père au téléphone plusieurs fois par semaine. Elle devenait de plus en plus difficile à joindre. Un jour, sans donner de nouvelles depuis un long moment, elle dira à son père tout ce qui va suivre. « Papa, ils ne veulent plus que tu téléphones. Je dois couper les ponts avec vous tous. Je vous enverrai une lettre. » C'est ainsi que peu de temps avant d'enfiler sa robe blanche pour se marier et de partir en voyage de noces, Ashley fera une annonce tout aussi inattendue que brutale. À l'approche du jour J, Keisha et Jim, sans nouvelles depuis cet échange, vont recevoir une lettre. Sans donner de réel motif, Ashley va confirmer son intention de couper les ponts avec eux. Elle ne voulait plus communiquer avec sa famille, et par conséquent, les exclure de son mariage et de sa nouvelle vie à venir. À ce propos, sa demi-sœur dira: elle vient de dire qu'elle commençait une nouvelle vie et avait l'impression que c'était ce qu'elle devait faire. Elle était adulte. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle le rencontre. Il avait une sorte de contrôle sur son esprit. C'est donc le 9 juin 2001 qu'Ashley va épouser cet homme dont elle était follement amoureuse. Loin de sa famille qui semblait désormais appartenir au passé. Les amis les plus proches de la jeune mariée ont d'ailleurs déclaré qu'ils ne connaissaient personne au mariage et que tous les invités faisaient partie de l'entourage de Jeffrey. Malheureusement et sans le savoir, elle vient de tomber dans le piège de ce dernier, dans un piège qui se referme peu à peu sur sa victime. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie marque en réalité le moment précis où sa vie a pris un tournant tragique. Suite à son mariage et alors âgée de 23 ans, Ashley déménage à Memphis, dans le Tennessee. Là-bas, le jeune couple achète une maison dans un quartier huppé de Cordova. Elle commence alors son emploi de professeur d'anglais au lycée Bolton High School. Quant à son époux, il travaillait dans la société informatique de son père.
Ashley était excitée de pouvoir partager sa passion avec ses élèves. Durant ses jours de repos, elle passait la majorité de son temps avec l'homme qu'elle aimait. L'homme avec qui elle voulait finir sa vie. Paul Dooley, un de ses collègues, dira d'elle. Elle pourrait lire l'annuaire téléphonique à une classe qu'il serait captivé. Elle était une enseignante naturelle. L'école était le seul endroit où elle savait qu'elle pouvait aller, où elle était en sécurité et aimée. C'était le seul endroit où Jeffrey Scott ne pouvait pas la rejoindre. Cependant, celui qui a décidé d'être avec elle pour le meilleur et pour le pire, eh bien il décidera de lui offrir rien que du malheur. À la suite de leur mariage, ce qui a d'abord ressemblé à un conte de fées s'est rapidement avéré être un mirage. Une fois Ashley sous son emprise, mariée et isolée des siens, Jeffrey a commencé à révéler son vrai visage. Le visage d'un manipulateur sadique, autoritaire, qui a pris le contrôle. Bien à l'abri des regards dans leur nouveau foyer, les abus étaient d'abord psychologiques et verbaux. Peu à peu, ils ont dévié vers des choses bien plus graves. Bien évidemment, Jeffrey était un homme intelligent. Il ne laissait rien paraître tant qu'ils n'étaient pas tous les deux seuls. Mais une fois les portes de leur domicile fermées, c'était une autre histoire. À ce sujet, Laurie Machen, qui avait eu l'occasion de rendre visite au couple dans sa nouvelle maison, déclara que la relation semblait normale. Il n'y avait rien, pas de cris, pas de pleurs. Cependant, en septembre 2006, lorsqu'Ashley est revenue seule à Boise City pour la réunion des anciens élèves, Erin, son amie d'enfance, remarque quelque chose. Jeffrey ne cessait de l'appeler, il était en train de littéralement la harceler. Elle a surpris malgré elle certaines conversations entre les deux époux. Le mari d'Ashley était très énervé, et le ton utilisé était très loin d'être cordial. Il ne cessait de lui demander comment elle était habillée, ce qu'elle faisait et à qui elle était en train de parler. C'était un véritable interrogatoire et un déferlement de reproches que subissait Ashley. Erin découvre une facette de son mari et de son couple qu'elle n'avait jamais évoquée auparavant. Elle dira les choses suivantes. Je pouvais l'entendre quand je lui parlais au téléphone. Il n'était pas très gentil. Il avait des insinuations qu'il était mieux qu'elle, qu'il méritait plus qu'elle, qu'il était supérieur à elle. Comme vous l'avez compris, ce couple en apparence heureux était en réalité une relation toxique. Jeffrey avait pour but d'écraser et de détruire Ashley. Quelques semaines après, en bon manipulateur qu'il était, il profita d'un faux pas de sa femme afin de davantage la discréditer et de l'isoler de ses rares amis encore présents. Laurie, qui n'avait plus eu de nouvelles de sa camarade depuis la réunion d'anciens élèves, reçut un jour un appel de Jeffrey. Celui-ci l'avait contacté pour dire que l'alcool était un problème chez Ashley, qu'il lui arrivait de boire jusqu'à perdre connaissance, de tomber et d'être recouverte de bleu. Il prétendait s'inquiéter de la tournure des événements et rajouta même qu'elle avait été contrôlée et arrêtée pour conduite en état d'ivresse en août 2005. Il poursuivit qu'il craignait pour elle et qu'il avait peur qu'elle soit rentrée dans une spirale autodestructrice. Laurie était perplexe et n'arrivait pas à joindre son amie pour éclaircir tout ça. Elle est donc restée sans réponse. Elle avait des doutes sur ce que disait Jeffrey. Elle sentait que quelque chose clochait. Ça paraissait évident. Et elle avait raison. Parce qu'en réalité, Jeffrey était en train de lui mentir ouvertement. La seule vérité que lui avait communiquée Jeffrey était son arrestation en 2005 pour conduite en état d'ivresse, qui bien qu'illégale peut arriver à n'importe qui. Il avait simplement pris ce fait-là pour appuyer ses propos, de manière à transformer un événement ponctuel en problème chronique. Il avait tout calculé, afin d'être à la fois capable de justifier le comportement instable d'Ashley, ainsi que des traces de coups sur son corps. Je vous promets, je n'arrive pas à savoir comment un individu peut en arriver là. Comment cet homme peut mentir aussi facilement et faire autant de mal à sa femme? Ça me paraît tellement absurde. Je vous jure, il me rend fou. Quel hamar! Et pour ceux qui ne savent pas, un hamar, c'est un âne en arabe. Il avait une belle femme, toute gentille, et lui, il va tout gâcher. Ça me rend fou. Ah, ce Jeffrey, il aurait mérité de connaître Mogo Junior. Ça, je peux vous le dire. Jeffrey avait pris soin d'éloigner sa femme de tous ceux qui auraient pu se rendre compte de la situation et de l'emprise qu'il avait sur elle. Aucune échappatoire ne semblait se profiler. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, les abus sont devenus de plus en plus violents jusqu'à ce jour tragique. Ce jour de Thanksgiving en 2006, où Ashley va connaître l'horreur à jamais. Je vous propose de découvrir tout ce qui s'est passé ce jour-là. Let's begin. Le 23 novembre 2006, à 15h46 exactement, Scott Jeffrey contacte le 911 pour obtenir de l'aide, indiquant que sa femme est évanouie et saigne.
Au téléphone, c'est Paula Hagood qui lui répond. Jeffrey lui précise que du sang s'écoule de son nez et qu'elle est inconsciente depuis ce matin. Lors de l'enregistrement de cet échange avec le 911, on entend que l'agent Paula est choqué et abasourdi par cette information. Jeffrey indique que c'est son ami médecin, Roger McGee, arrivé quelques instants auparavant, qui lui a conseillé de les appeler immédiatement. Le docteur semble beaucoup plus inquiet que l'époux, et ça déjà, c'était étrange. Le médecin dit qu'il doit faire vite. Elle a besoin de soins médicaux d'urgence. En attendant l'arrivée des secours, il tente une réanimation cardio-respiratoire. Et je rappelle que là, les deux hommes sont toujours en appel avec le 911. Quelques secondes plus tard, le docteur dit à haute voix qu'Ashley est morte. L'agent au bout de la ligne va entendre cette information et va demander à Jeffrey de répéter. L'agent lui demande de confirmer ce qu'elle venait d'entendre. Elle lui dit qu'il y a à peine quelques secondes avant, il lui avait précisé qu'elle respirait encore. En entendant le ton de Jeffrey ainsi que sa voix, il semblerait qu'elle ait des doutes sur la version communiquée. On entend l'agent au bout du fil parler avec quelqu'un en disant que c'est l'appel au 911 le plus choquant qu'elle n'ait jamais entendu de toute sa vie. Elle préviendra plus tard son superviseur d'un possible homicide. 5 minutes après, les urgences arrivent sur les lieux. Ils entrent dans une chambre à l'étage et trouvent alors Ashley toujours inconsciente. Là, on pouvait voir le docteur Roger McGee en train de tenter encore et encore de la réanimer. À côté de lui, Jeffrey est stoïque, juste là, à attendre calmement. Dès leur arrivée sur les lieux, le premier officier de police ainsi que le premier intervenant médical sur place constatent l'état déplorable dans lequel se trouve Ashley. Comme l'avait indiqué son mari, elle était inconsciente. Du sang s'écoule de son nez et de ses oreilles, et elle ne semble plus respirer. Cependant, il ne s'attendait pas à tomber sur une femme avec des yeux au beurre noir. Elle avait les lèvres gonflées et ouvertes, des oreilles en chou-fleur comme un boxeur de carrière, et des traces de vomi sanglant autour de sa bouche. Là, mes amis, il ne peut s'agir que de violence conjugale qui a fini par un meurtre. Les blessures sont d'une violence inouïe. Jeffrey est une véritable pourriture. Faire ça à sa propre femme, sérieux. Mon Dieu que c'est tellement triste. L'équipe paramédicale autour de la pauvre Ashley répète qu'elle est vraiment très mal en point. Traumatisme contondant à la tête, le pouls très faible, tension artérielle faible ainsi que les pupilles dilatées. Il n'y a pas une minute à perdre. Pendant ce temps, l'agent de police profite pour poser quelques questions à Jeffrey pour éclaircir la situation. Ce dernier lui explique que la veille au soir, lui et sa femme avaient beaucoup bu. Ils ont fini par se disputer au propos d'un SMS qu'elle avait reçu sur son téléphone. Étant tous les deux alcoolisés, la dispute est vite devenue incontrôlable. Ce qui était au départ une petite prise de tête s'est transformé en altercation physique. Jeffrey déclare qu'il a frappé sa femme une seule fois, qu'elle a perdu l'équilibre et qu'elle est tombée et qu'ensuite elle est restée inconsciente depuis. Il rajoute qu'il l'a ensuite mise dans le garage, où il l'a laissée toute la nuit afin qu'elle y dorme à même le sol. C'est le lendemain matin, lorsqu'il est retourné dans le garage, qu'il a constaté qu'elle était toujours évanouie. Il a alors décidé de la traîner à l'intérieur afin de l'installer devant la cheminée, probablement pour la réchauffer. What? Donc là, il vient d'avouer qu'il vient de tuer sa femme. Il l'a laissée dans le garage inconsciente pour qu'elle se repose. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Depuis qu'il l'a frappée et qu'elle est tombée inconsciente, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de la transporter et de la poser dans le garage. J'espère qu'il n'y a pas que moi que ça choque, ce mec est complètement barjot. Tu viens de blesser quelqu'un, la personne est évanouie, et l'autre il la laisse par terre au sol en train de dormir. Bref, tout ce qu'il était en train de dire était totalement absurde. Et je pense qu'il cachait beaucoup de choses très sombres. Après un certain temps, comme elle était toujours inconsciente, il l'a ramenée dans le lit et il a appelé le docteur McGee afin qu'il vienne voir si Ashley allait bien. Bien loin de se douter de la gravité de la situation, le pauvre docteur qui en ce jour de fête était en famille. Il n'est arrivé qu'une heure après chez les Scott. En effet, comme il le déclara lui-même par la suite, Jeffrey lui avait dit qu'ils avaient bu et qu'une dispute avait éclaté. Une fois arrivé sur place et au vu de l'état d'Ashley, le docteur regrettera de ne pas s'être précipité immédiatement. Il était désormais trop tard pour qu'il puisse faire quoi que ce soit pour elle. Comprenant qu'elle est à l'agonie, si ce n'est déjà morte, il presse Jeffrey de contacter le 911 afin qu'il tente de la sauver. L'agent de police sur place est perplexe. Il a des doutes face à ce récit qui semble loin de correspondre à l'état où ils ont trouvé Ashley. Il est rejoint dans son intuition par le premier intervenant médical sur place. Ce dernier a immédiatement relevé qu'elle avait un traumatisme contondant à la tête et qu'une fois ses vêtements coupés, elle avait en réalité tout un tas de bleus sur le corps. En plus des marques visibles et constatées dès son arrivée, elle avait des bleus aux jambes, à la poitrine et au dos. Elle avait aussi une ecchymose qui ressemblait à une empreinte de chaussure. À 4 reprises, ils ont tenté de choquer Ashley avec un défibrillateur.
Ils lui ont administré différents traitements afin de redémarrer son cœur. Cependant, n'y parvenant pas, ils l'ont intubé. Ils ont continué le massage cardiaque et l'ont immédiatement transporté à l'hôpital le plus proche, le Baptist Memorial Hospital. Tout le monde ce jour-là avait fortement l'impression qu'Ashley avait été sévèrement battue. Et en attendant de tirer tout ça au clair, l'officier de police présent a gardé Jeffrey dans sa voiture, le temps de faire le tour de la maison et voir si des éléments pouvaient éclaircir la situation. Lors de sa visite, il a constaté des taches de sang, une oreiller et une couverture. Et tout ça semblait appuyer la version de Jeffrey, concernant le fait qu'il ait fait dormir sa femme dans le garage après leur dispute. Cependant, il a également pu observer que le coffre de la voiture de Madame Scott était rempli de vêtements. Il y avait aussi son passeport. Son sac à main était posé sur la table de la cuisine, évoquant un possible départ de sa part. Durant ce temps, Ashley est transportée à l'hôpital, où malheureusement, personne ne pourra rien faire pour elle. Les premières observations furent confirmées. État critique. Traces de coups sur tout le corps, compatibles avec un passage à tabac sévère et un traumatisme crânien. En état de mort cérébrale et constatant qu'il n'y a aucun moyen de la sauver, la décision de la débrancher du respirateur est prise. Le 23 novembre 2006, à 19h52, Ashley Pittman Scott est déclarée morte à l'âge de 28 ans. Pauvre Ashley qui a subi un calvaire face à cette pourriture de Jeffrey qui n'ose même pas dire toute la vérité. Ça semble évident qu'il essaie de cacher de nombreux éléments pour réduire sa condamnation. Maintenant, il est temps pour toi de te faire enfermer et de répondre de tes actes. Jeffrey a été arrêté sur les lieux et accusé de voies de fait graves jusqu'à l'annonce du décès d'Ashley. Par la suite, les accusations ont été transformées en meurtre au premier degré. Il a alors été conduit au commissariat et placé en garde à vue où il a refusé de faire une déposition. Les enquêteurs sont persuadés que Jeffrey est à l'origine de la mort volontaire d'Ashley. Mais pour être sûr que la partie civile emporte le procès, il fallait plus de preuves. Les résultats des examens médicaux d'Ashley vont tomber. Elle a beaucoup trop de traumatismes sur le corps pour que ça puisse coller avec la version de l'accident rapportée par son mari. Ils indiquent des blessures dévastatrices. Une fracture du crâne ayant entraîné un hématome et une hémorragie du tronc cérébral si grave qu'elle avait atteint sa colonne vertébrale. Lors de sa garde à vue après la mort d'Ashley, les inspecteurs ont constaté que les mains de son époux n'avaient aucune contusion, aucune trace qui permet de dire qu'il l'a frappée avec ses poings. Donc il ne l'a pas frappée à main nue, mais avec un objet. Comme l'avaient constaté les services d'urgence sur place, ainsi que les infirmières et médecins présents à l'arrivée d'Ashley à l'hôpital, il y avait également des traces de chaussures sur son torse, difficilement compatibles avec une chute, même alcoolisée. L'autopsie a révélé que les déchaînements de violence dont avait été victime Ashley ce soir-là n'était pas une grande première, puisque son corps était recouvert d'ecchymoses à différents stades de guérison. Il devient alors évident que Jeffrey avait l'habitude de battre sa femme régulièrement. Ici, il ne s'agissait pas là d'une dispute qui avait mal tourné, mais d'un cas de violence conjugale ayant atteint son paroxysme. Personne n'aurait pu se douter de ce qui se passait au sein de cette maison de Memphis. Mais on était bien loin de l'image du couple modèle qu'il tentait coûte que coûte de maintenir. Enfin, presque personne, puisqu'en approfondissant leurs recherches, la police constate que récemment, certains proches avaient pu apercevoir le danger que courait Ashley. Grâce au relevé téléphonique, les enquêteurs ont appris qu'une semaine avant sa mort, Ashley avait appelé Laurie. Lorsqu'ils se tournèrent vers elle pour en savoir un peu plus, elle déclara qu'elle s'était cachée dans un placard et parlait en chuchotant afin que Jeffrey ne l'entende pas. Ashley était terrifiée. Elle et son mari s'étaient disputés et il était très remonté contre elle. Ashley avait découvert qu'il avait profité de son absence pour faire venir des prostituées. Quand elle était à Bossier City pour la réunion des anciens élèves, lui couchait avec des femmes. Attendez. Le soir où il harcelait, où il faisait des crises de jalousie à sa femme, quand elle est simplement partie pour une réunion d'anciens élèves, ce fameux soir-là, lui se tapait des prostituées dans le plus grand des calmes. Non seulement il trompait sa femme, ce petit con, mais en plus, quand elle va le découvrir, il va s'énerver contre elle. Et c'est vraiment le monde à l'envers. Et encore une fois, ça nous montre à quel point Jeffrey était une petite pourriture. Enfin bref. Les révélations d'Ashley ne s'arrêtent pas là. Elle avoue également à Laurie que son mari avait eu une liaison avec Blair Brown, une collègue à lui qui était par la suite devenue son amie à elle. Quoi ? Ah non, là c'est vraiment une merde. Mais qu'est-ce que tu nous fais ? Et c'est trop. Et plus j'en découvre, c'est trop. Les vices de l'être humain, c'est parfois tellement sombre. Ashley était déjà au courant de tout ça depuis un moment.
Mais il semblerait que cette fois-ci, c'était la goutte de trop. Elle a eu besoin de tout déballer à sa copine d'enfance. En effet, au cours de leur enquête, la police a découvert qu'Ashley avait appris cette relation plus d'1 an auparavant et qu'elle avait à l'époque coupé les ponts avec cet ami qui se tapait son mari. Cependant, à peu près 1 an après, probablement écrasée par la solitude et la peur d'être définitivement seule, elle a rangé sa fierté, elle a repris contact avec Blair et elles sont redevenues amies. Madame Brown était un vrai support pour Ashley, complètement isolée et ne pouvant se confier à personne. Elle connaissait la part sombre de Jeffrey et elle avait été témoin de la façon dont il la traitait et la rabaissait. Un jour, alors qu'Ashley s'était enfuie et réfugiée chez elle après une dispute, Jeffrey est arrivé, il a défoncé la porte et il l'a violentée. Son ami Blair avait dû alors intervenir et s'interposer. Après tous ces témoignages d'une tristesse inouïe, les enquêteurs avaient de plus en plus de preuves pour étayer leur dossier et même un témoin oculaire. Ils commençaient enfin à avoir le vrai motif qui avait conduit à la mort tragique d'Ashley. Jeffrey avait voulu faire croire que sa dispute avait découlé d'un SMS, que sa femme avait reçu et qu'elle-même avait une liaison extra-conjugale. Cependant, aucune preuve n'a été rapportée d'un possible message reçu par Ashley. Cette accusation ressemble plus à un procédé visant à salir et justifier la montée en pression de M. Scott. En vérité, les recherches ont prouvé que c'est probablement l'annonce de sa volonté de partir et celle de divorcer qui a déclenché ce déferlement de violence qui a conduit au décès d'Ashley. Toutes les preuves indiquent que le 22 novembre, elle a enfin décidé de prendre son courage à deux mains. Elle a décidé de partir et de divorcer. Elle avait contacté un avocat et rassemblé la somme nécessaire pour couvrir ses honoraires. Elle s'était ouverte à la juriste sur les violences qu'elle subissait depuis des années. Et elle avait présenté des photos de ses blessures afin d'étoffer son dossier et d'attester ses accusations. L'avocate lui avait dit de ne pas rentrer chez elle, mais elle n'a pas écouté. Ashley semblait vouloir s'expliquer auprès de la famille de son mari. Elle voulait absolument le confronter. C'était peut-être pour elle une façon de tourner la page à jamais. Comme il fallait s'en douter, Jeffrey a très mal pris cette annonce. Pour lui, ça signifiait la perte de contrôle et l'emprise qu'il avait sur sa femme. Pour Jeffrey, si Ashley n'était plus à lui, elle ne méritait plus de vivre. Et après avoir fait tout pour la détruire psychologiquement, il était décidé à l'anéantir physiquement. C'est près de la cheminée que les coups ont été portés. Il s'est acharné sur son visage et sa tête. Elle est finalement tombée au sol, et loin de s'arrêter, il a continué à lui mettre des coups de pied avec ses bottes. À ses yeux, elle n'était plus rien. Elle méritait de mourir pour avoir envisagé de le quitter. Son corps était rempli de bleu et de sang quand Jeffrey a finalement décidé qu'elle avait eu son compte. Après ça, il a attendu plus de 10 heures avant d'appeler les secours, la laissant agoniser seule dans le garage froid et humide. Tout ce temps, il aurait pu se ressaisir et tenter de la sauver. Mais cette idée n'a même pas effleuré son esprit, il en avait fini avec elle. Lors du procès, le juge n'hésitera pas à pointer du doigt son inaction en déclarant « Au cours de la matinée, il aurait pu appeler à l'aide, il ne l'a pas fait. Il savait que sa femme respirait encore, et pourtant, il n'a rien fait. » Maltraitée, battue, salie, trahie et finalement tuée par l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié. Lors du procès, Leslie Ballin a tenté de réfuter la préméditation. Elle argumentait que c'était un SMS qui avait tout déclenché et qu'ils essayaient d'avoir un bébé. Le docteur d'Ashley Scott, Jonathan Stern, a déclaré à la barre les choses suivantes. Ashley prenait un traitement pour mieux l'aider à concevoir. Mais aucune preuve de ce fameux SMS n'a été rapportée par la défense. Bref, les photos d'Ashley Scott couvertes d'échymoses ont fait frissonner l'assemblée qui a eu l'air bouleversée. Jeffrey, quant à lui, pourtant à l'origine de ces marques, n'a pas pu garder la tête haute. On le voit détourner les yeux. En janvier 2009, 3 ans après le meurtre et près de 7 heures de délibération, le jury a rendu son verdict et reconnu Jeffrey Scott coupable de meurtre au second degré. L'unanimité étant nécessaire pour une condamnation au premier degré, il échappe de justesse à la perpétuité. Le 19 février de la même année, il reçoit la peine maximale pour ce genre de crime, soit 25 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Âgé de 32 ans au moment du verdict, il purge toujours sa peine et il ne devrait pas sortir avant avril 2030. Joseph Michael Swango est un tueur en série qui possédait 160 de QI. Comme c'était un médecin, il était considéré comme une personne de confiance et avait facilement accès à ses victimes. En même temps, quand tu vas chez le médecin, tu t'attends pas à ce qu'il te la fasse à l'envers.
Tu vas pour te faire soigner, mais tu repars avec 2-3 maladies supplémentaires. Je sens que dans cette vidéo, il y en a beaucoup qui vont être parano pour leur prochaine visite médicale. Bref, les autorités pensent qu'il a assassiné 60 personnes entre les États-Unis et l'Afrique centrale au Zimbabwe. Il en aurait également empoisonné un nombre inconnu. Et parmi tous ces meurtres, il y avait ses collègues de travail, ses amis et sa propre femme. Il n'avouera que 4 meurtres. Il utilisait souvent de l'arsenic qu'il versait dans des boissons ou des aliments. Mais la plupart du temps, il surdosait le traitement en cours de ses patients. Il faisait des fausses prescriptions médicales pour des médicaments dangereux à des patients qui n'en avaient pas besoin. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi t'as fait ça, bordel? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour en arriver là? Un médecin n'est-il pas censé sauver des vies? Eh bien dans cette affaire, ça ne va pas être du tout le cas. Je vous propose de revenir dans les années 50, afin d'en savoir un peu plus sur cet homme et de comprendre pourquoi il a fait tout ça. C'est parti pour la sombre histoire de Michael Swango. Let's begin. Michael est né le 21 avril 1954 à Washington, plus précisément à Tacoma, dans la banlieue sud-est de Seattle, aux États-Unis. Il est le fils de Muriel et de John Virgil. Il est aussi le cadet de 3 frères qui, eux, ont souhaité rester dans l'anonymat. Muriel, sa maman, pense que c'était le plus talentueux de ses fils. Son père, John, n'était pas souvent là. Il était officier dans l'armée, ce qui impliquait que la famille déménage très souvent à travers les États-Unis. En 1968, la famille décide de s'établir à Quincy, dans l'Illinois, où ils vont apprécier l'atmosphère et la vie là-bas. Vu qu'ils se sentaient à l'aise, ils ont décidé d'y rester. Et ça se comprend, quand tu te sens bien dans un endroit, t'as envie d'y rester le plus longtemps possible. L'ambiance dans cette famille dépendait beaucoup de la présence de John, le père. Quand il n'était pas là, Muriel faisait tout son possible pour qu'il règne dans la maison une ambiance de paix et de sérénité. Elle voulait toujours garder le contrôle et élever ses enfants dans le respect. Mais lorsque le père était en congé et qu'il revenait à la maison, c'était plus du tout la même chose. La vie ressemblait à un établissement militaire. Tout était quadrillé. Muriel et les enfants avaient peur de lui. Et sa femme, pour oublier, était tombée dans l'alcoolisme. Et c'était le principal facteur de stress, d'agitation et de tension dans le foyer. Malgré tout ça, Muriel s'inquiétait un peu plus pour l'avenir de Michael que pour celui de ses frères. Pensant qu'il n'y avait pas assez d'options et de matières dans le système scolaire public du Queens, elle décide d'ignorer ses racines et ses croyances presbytériennes et l'inscrit au lycée des frères chrétiens. Il s'agit d'une école catholique reconnue pour son haut niveau des normes académiques. Ses frères, eux, iront dans un établissement public. La maman mettait tous ses espoirs en Swango. On avait l'impression que c'était un petit peu son chouchou. Dans son lycée privé, Swango excellait sur le plan scolaire et il avait même participé à diverses activités. Tout comme sa mère, il développe un amour pour la musique. Il apprend à chanter, à jouer du piano et il maîtrise la clarinette. Assez vite, il devient membre de l'orchestre Quincy Notre-Dame et il fera même des tournées avec d'autres orchestres comme le Quincy College par exemple. Swango obtient son diplôme avec mention en 1972. Sa réussite au sein de l'établissement fut impressionnante. Malgré ça, l'accès aux universités de son choix est limité. Il choisit tout de même la Millikin University dans l'Illinois où il recevra une bourse musicale. Les 2 premières années, il obtient les meilleures notes. En revanche, il va refuser toute activité sociale et limite devenir un paria. Tout ça est arrivé lorsque sa petite amie a mis fin à leur relation. À partir de là, il est devenu très solitaire. Il était littéralement en train de changer. Il échange sa place universitaire pour un stage militaire pendant l'été après sa 2e année d'études. À la fin de cet été-là, il arrête de jouer de la musique et il va quitter l'université pour rejoindre les Marines. Swango deviendra un tireur d'élite relativement bien formé. Mais finalement, il décide de ne pas poursuivre une carrière militaire et veut devenir un médecin. En 1976, il recevra les honneurs de l'armée. Michael va donc s'inscrire à Quincy College pour obtenir un diplôme en chimie et en biologie. Mais pour une raison inconnue, une fois qu'il va être accepté à l'université, il va mentir. Et écoutez bien ce qu'il va faire. Il va modifier toutes ses informations personnelles. Il va envoyer un formulaire indiquant qu'il a obtenu une étoile de bronze et un cœur violet des décorations de l'armée américaine. C'est l'une des premières choses bizarres qu'il a été amené à faire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a fait ça alors qu'il avait son diplôme. Et qu'en plus il avait été accepté. Seul lui connaissait la réponse. Comme je le dis bien souvent, pour beaucoup de tueurs, tout se passe dès leur jeunesse. C'est à ce moment précis que quelque chose va très mal tourner et qu'il y aura de grosses répercussions. Depuis sa rupture avec sa petite amie, il change de jour en jour. Bon, pour l'instant ça reste assez soft, mais qui sait ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. On va vite découvrir jusqu'où il va aller, mais ça ne présage rien de bon. Bref, reprenons.
Dans sa dernière année d'études, il choisit de faire une thèse de chimie sur l'étrange empoisonnement de l'écrivain bulgare Georgi Markov. Swango commence à ce moment-là à développer une obsession pour les poisons qui sont des tueurs silencieux. Il obtient son diplôme en 1979 avec un prix d'excellence universitaire de l'American Chemical Society. Suite à ça, Swango s'inscrit au concours d'entrée à l'école de médecine, ce qui dans les années 80 n'était pas si simple. Il y avait énormément de candidatures pour un nombre limité de places dans tout le pays. Mais Swango va déjouer tous les pronostics de l'époque et entre à l'université du sud de l'Illinois. Lors de son passage là-bas, les critiques sont mitigées à son égard de la part de ses camarades ainsi que ses professeurs. Les 2 premières années, il est très sérieux dans ses études et il gagne une très bonne réputation. Il est très appliqué et très organisé. Cependant, autour de lui, on le soupçonne d'utiliser des raccourcis contraires à l'éthique lors de la préparation des examens et des projets scolaires. Swango avait peu d'interactions avec les autres universitaires, et cette distance se creuse encore plus lorsqu'il décide de commencer à travailler en tant qu'ambulancier. Pour un étudiant en médecine en première année avec toutes les obligations de réussite que ça impose, Swango arrivait tout de même à avoir d'excellentes notes. Mais tout ça créait beaucoup de stress en lui, et il était parfois très angoissé. Lors de sa 3e année d'études et d'ambulancier, il commence à avoir des contacts plus proches avec les patients, et bizarrement, durant cette période, 5 ou 6 patients décéderont après le passage de Swango. La coïncidence fut tellement flagrante que les autres universitaires commençaient à l'appeler 00 Swango, faisant allusion au film James Bond Permis de tuer. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à le voir paresseux, incompétent et très bizarre. On sait que dès l'âge de 3 ans, il montrait un intérêt inhabituel et morbide pour les morts violentes. À l'âge de 3 ans, je sais pas quel genre d'enfant c'était, mais moi à l'âge de 3 ans, j'étais là en train de regarder mes dessins animés et ensuite en train de jouer avec mes petites voitures. Je peux vous dire qu'on n'a pas vu la même enfance. Et déjà, comment il a eu accès à un contenu aussi violent? C'est totalement absurde. Franchement, je ne comprends pas. Où étaient ses parents pour le laisser regarder des choses aussi morbides à cet âge? Bref, au fur et à mesure qu'il grandissait, il devient obsédé de tout sujet qui parlait de l'Holocauste. Et plus particulièrement, il aimait les documents avec les photos des camps de concentration. Il avait même créé un album hyper glauque dans lequel il gardait tous les articles de presse sur des accidents de voiture ou des crimes macabres. Oui, là ça commençait à devenir flippant. Avoir une telle obsession pour des choses horribles et en faire un album, c'était effrayant. Mais le pire, c'est que c'était pas tout, non. Sa propre mère va participer à remplir cet album en lui rapportant également régulièrement des coupures de presse dans ce genre. Et bah tu m'étonnes que ses parents ne l'ont pas empêché. Sa mère avait la même obsession pour les choses morbides. À partir de là, comment tu veux t'en sortir? Quand Swango arrive à l'université de l'Illinois, il avait déjà créé quelques albums morbides et les policiers pensent que son job d'ambulancier lui a sûrement permis d'en créer beaucoup d'autres. Les gens autour de lui, sa famille et le peu d'amis qu'il avait et les universitaires penseront qu'il souhaitera faire une carrière d'ambulancier plutôt que médecin. Au vu de son obsession pour la mort, ça le conduisait de plus en plus souvent à travailler au lieu d'assister à ses cours. Et lui, ça l'arrangeait. Au fil du temps, il devient de plus en plus négligent avec ses études. Il pouvait laisser des projets sur lesquels il travaillait en plan parce que son beeper sonnait et qu'il devait partir en urgence. À sa dernière année d'études, Swango effectue des demandes de stage en neurochirurgie. Pour ce faire, il avait une lettre de recommandation de ses professeurs. Et cette lettre sera un énorme avantage pour lui. Tout ça permettra à Swango d'être accepté en neurochirurgie pour les hôpitaux et cliniques universitaires de l'Iowa. À partir de ce moment-là, il négligera complètement les 8 semaines de cours qui lui restaient dans l'Illinois. Il ne se présentera pas aux cours, même aux plus importants. Il s'en foutait complètement. Le docteur Kathleen O'Connor, qui était en charge de superviser le suivi scolaire de Swango, était stupéfaite. Elle va l'appeler sur son lieu de travail pour organiser une réunion avec Swango au plus vite pour faire un point sur sa situation scolaire. Swango ne lui répondait pas, alors Kathleen décide de contacter son employeur. Le responsable de cette compagnie d'ambulance expliquera à Kathleen qu'il avait été interdit à Swango d'être en contact avec les patients. Malheureusement, il ne lui dira pas le pourquoi de cette interdiction. Suite à son insistance, Swango finit par répondre à Kathleen. Elle lui demande de pratiquer un examen clinique sur une patiente enceinte. Il faudra aussi qu'il fasse un rapport complet après examen physique de la patiente. Kathleen le regarde rentrer dans la chambre de la patiente et décide d'aller se chercher un café. Cette opération prend généralement près d'une demi-heure pour un étudiant. Elle a à peine le temps de se servir un café que Swango sort de la chambre et qu'il a terminé. Il lui délivre un rapport très complet sur l'état de santé de la patiente. Kathleen reste dubitative parce que c'est une tâche impossible. Malgré ça, le rapport est correct, il n'y a aucune erreur. Le docteur Kathleen O'Connor trouvera ça trop suspect et décidera de suspendre Swango le temps d'enquêter. Swango est très contrarié par la nouvelle. Et oui, tout ça risque de l'empêcher d'avoir son diplôme et de faire son stage d'été à l'hôpital. Au fur et à mesure que la rumeur grandit dans l'université que Swango n'aurait pas son diplôme, 2 groupes se forment aussitôt.
les pros et les anti-Swango. Les universitaires anti-Swango profitent de cette rumeur pour rédiger une lettre et dire à quel point Swango était incompétent et avait un mauvais comportement. Ils recommandent l'expulsion et si Swango n'avait pas trouvé un bon avocat, il est certain qu'il aurait été expulsé. L'université ne souhaitant pas lancer une procédure judiciaire qui pourrait s'avérer coûteuse, on lui propose de décaler d'une année ses études afin de lui permettre d'obtenir son diplôme l'année suivante. C'était une seconde chance pour lui, mais avec des règles plus strictes. Swango se recentrera et remplira toutes les conditions requises pour avoir son diplôme. Il s'inscrit à nouveau dans différentes activités extra-universitaires et tente par tous les moyens d'obtenir un autre stage puisqu'il aurait perdu celui de l'Iowa. Malgré une évaluation médiocre, Swango est accepté à un stage de chirurgie suivi d'une formation en neurochirurgie à l'université de l'État de l'Ohio. Cette situation laissera l'entourage de Swango stupéfait. Il va réussir le concours d'entrée et ce sera le seul étudiant sur 60 à être accepté dans ce programme. Quelque temps avant d'avoir obtenu son diplôme, Swango sera renvoyé de la compagnie d'ambulance où il travaillait. Un patient avait porté plainte alors que Swango lui avait conseillé de marcher ou de demander à sa femme de l'emmener jusqu'à dans sa propre voiture alors que l'homme venait de lui indiquer qu'il faisait une crise cardiaque. T'imagines, toi, t'es en train de mourir en direct avec une putain de crise cardiaque, et là t'as ton médecin qui te dit de clairement te démerder. Dans quel monde on vit? Il fait part d'une de ses cruautés, je trouve. Il n'avait aucune compassion ni l'envie d'aider. Bref, le stage d'été de Swango en tant que médecin dans l'Ohio commence en 1983. Et durant cette année et celles qui vont suivre, il va se passer plein de choses horribles. Swango a des idées sombres et on va voir jusqu'où il est prêt à aller. Peu de temps après qu'il commence à exercer en tant que médecin dans l'Ohio, une série de décès inexpliqués commence dans son service. Les patients étaient pourtant en assez bonne santé, ils étaient juste soignés dans le service de Swango. Un jour, un patient survivra à une crise de convulsions sévère et il va tout raconter. Il racontera aux infirmières que Swango lui avait injecté un produit dans sa perfusion et que quelques minutes plus tard, les convulsions ont commencé. Les infirmières ont rapporté à l'infirmière en chef ce que le patient avait raconté. Ils ont même ajouté que Swango se baladait dans les chambres des patients à des heures inappropriées. Elles diront également que Swango sortait toujours de la chambre du patient quelques minutes avant le décès. Là, faut être vraiment dupe pour ne pas faire le rapprochement, ça paraissait évident. L'administration de l'hôpital est alors prévenue et une enquête sera lancée. Malheureusement, dès le départ, on a le sentiment que cette enquête n'a pour but que de discréditer les infirmières. L'enquête ne menait à rien, à part aller dans le sens de Swango. D'ailleurs, il sera rapidement disculpé et forcément, il va continuer à tuer en toute impunité. Sa seule punition sera d'être muté dans un autre service de l'hôpital. Pour le coup, pas sûr que ce soit une punition. En tout cas, c'est pas ce qui allait le stopper. Bien au contraire, il allait continuer encore et encore. Bizarrement, dès sa mutation dans l'autre service, des patients commencent à décéder mystérieusement. Il y a eu également des incidents où des patients ou des collègues de Swango tombent malades après que Swango leur ait offert une boisson. Un collègue se souviendra d'une fois où presque toute l'équipe est tombée malade après que Swango ait été chercher un poulet frit. Le plus terrifiant, c'est que Swango va aussi manger de ce poulet, mais lui ne va pas tomber malade. En mars 1984, le comité de l'université de l'Ohio décide que Swango n'a pas les qualités nécessaires pour devenir neurochirurgien. On l'autorise à terminer son stage, mais il ne pourra pas entamer une deuxième année d'études en Ohio. Swango restera là-bas jusqu'en juillet 1984, puis déménagera à Quincy. Mais avant de quitter l'université de l'Ohio, il demande à ce qu'on lui délivre une licence médicale afin de pouvoir exercer ailleurs. Et le pire, c'est qu'il va réussir à avoir ce qu'il souhaite. Il est passé totalement inaperçu malgré les nombreux morts qu'il a laissés derrière lui. Le conseil médical contre toute attente accède à sa requête et lui donne sa licence médicale. À ce moment précis, c'est pas une licence médicale qu'il vient d'obtenir, mais littéralement un permis de tuer. Son parcours ainsi que son histoire est totalement absurde et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas enfermé. On ne peut pas laisser un individu pareil en liberté, ça semble irréel. Là, nous sommes toujours en 1984. Swango s'installe à Quincy, mais cache à sa famille les problèmes qu'il a rencontrés durant ses dernières années scolaires. Il ne leur dira pas non plus qu'il s'est fait recaler en deuxième année de neurochirurgie, il leur dira juste qu'il n'aimait pas les médecins de l'Ohio. Juillet 1984, il commence à travailler dans la compagnie d'ambulance Adams Kunt en tant que technicien médical d'urgence. La compagnie ne fera aucune vérification quant au parcours pro de Swango. Pour elle, il avait déjà travaillé chez eux lorsqu'il était à Quincy College. Et puis de toute façon, son licenciement n'apparaissait nulle part et ça arrangeait bien Swango. Le patron le connaissait et il n'avait pas eu de problème avec lui, donc pourquoi pas. Il n'avait rien à lui reprocher apparemment, donc il accepte. Par contre, au sein de la société, les rumeurs se propagent.
Ses anciens collègues se souviennent de lui et ils vont ressortir ses anciens albums glauques de coupures de presse. Ces albums d'où sortait la violence et le sang que Swango adorait tant. Swango commence à faire des remarques étranges et inappropriées concernant la mort. Il disait que le journal CNN l'excitait lorsqu'il voyait des accidents ou des personnes mourantes ou encore des tueurs de masse. Il en avait une inquiétante fascination. Tous les collègues qui ont travaillé en direct avec lui diront que Swango avait un goût pour la mort qui était effrayant. Il n'y avait pas d'autre mot, c'était effroyable à leurs yeux. Septembre 1984, survient le premier accident qui permettra de s'apercevoir que Swango était dangereux. Ce jour-là, il apporte des donuts au bureau. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et bien tous ceux qui en ont mangé tomberont malades jusqu'au point de se faire hospitaliser. D'autres incidents vont suivre avec d'autres collègues lorsque Swango leur donnera à boire ou à manger. L'équipe médicale commence à s'inquiéter et pense que Swango les empoisonne exprès. Certains membres décident de faire une prise de sang pour vérifier tout ça. Le résultat est sans appel, ils avaient tous été empoisonnés. Certains porteront plainte et la police obtiendra un mandat de perquisition. Au domicile de Swango, la police est choquée par leur découverte. Ils trouvent une centaine de drogues et de poisons différents. Du poison pour fourmis, des livres sur les poisons et plusieurs seringues. Swango sera arrêté et accusé le 23 août 1985. Il sera reconnu coupable d'agression aggravée et sera condamné à 5 ans de prison. 5 ans de prison seulement. Je trouve que c'est très peu pour quelqu'un qui veut empoisonner des gens, qui veut les voir souffrir et les tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des juges à cette époque, mais ils étaient littéralement en train de laisser un tueur en liberté. Bref, il perd ses licences médicales de l'Ohio et de l'Illinois et direction la prison. Pendant son séjour, Swango raconte son histoire à tout le monde en se plaignant de sa réputation ruinée par les journalistes. En costume cravate, il insistera sur son innocence et que les preuves utilisées lors de son procès pour le condamner manquaient d'intégrité. Tout ce scandale a fait beaucoup de bruit et ça a relevé beaucoup de doutes sur ce qui s'était passé en Ohio. Des patients décédés dans de mystérieuses circonstances quand Swango n'était pas très loin. L'hôpital de l'Ohio hésitait à collaborer avec la police. Il ne savait pas s'il devait laisser l'accès au dossier des patients de Swango ou non. Mais l'affaire est prise d'assaut par les médias locaux et le recteur de l'université. Edward Jenkins décide d'ouvrir à nouveau le dossier et de vérifier si l'enquête sur Swango a bien été effectuée à l'époque. Là, c'était assez problématique parce qu'on allait remettre en question la prestigieuse université de l'Ohio. On demande alors à James Meek, ancien policier devenu détective privé et travaillant pour l'université, de reprendre le dossier. En le lisant, James affligé déclara que l'université aurait dû contacter les services de police à l'époque. Il fallait ouvrir une vraie enquête criminelle, ce qui n'a pas du tout été fait. Après cette enquête, la police aurait pu trancher et se prononcer sur ces morts mystérieuses. Mais malheureusement, l'enquête a été bâclée et qualifiée de superficielle par James Meek. Il était étonné que l'hôpital n'a gardé aucune trace sur ce qui s'était passé. Une fois tous les éléments assemblés, la police aurait pu accuser Swango de meurtre ou au moins d'une tentative de meurtre. Mais faute de preuves, ils n'ont rien pu faire. Au bout de 2 ans d'emprisonnement, Swango sera mis en liberté le 21 août 1987. Sa petite amie Rema Dumas l'aurait toujours soutenu durant son procès et son séjour en prison. Ils déménageront ensemble à Hampton, en Virginie. Swango demandera une licence médicale qui lui sera refusée à cause de son casier judiciaire. Il trouve alors un job de conseiller d'orientation dans un établissement spécialisé. Dès son arrivée, des choses étranges arrivent, comme lorsqu'il était à Quincy et dans l'Ohio. 3 de ses collègues ont soudainement ressenti des nausées et des douleurs de tête intenses. Son responsable découvre que son bureau, l'endroit où il est censé travailler, est en fait un sanctuaire plein d'albums glauques. On découvre aussi dans le sous-sol du bâtiment une chambre avec un lit où il passait souvent ses nuits. On lui demande de partir en mai 1989. Là, il retrouve aussitôt un job de technicien en laboratoire à Newport en Virginie. En juin 1989, il se marie avec Rita, mais après ça, la relation tourne très mal. Swango refuse de participer aux factures et va jusqu'à retirer de l'argent du compte de Rita sans lui demander son avis. Elle va finir par mettre fin à la relation lorsqu'elle soupçonne que Swango avait une autre femme dans sa vie. Au même moment, dans l'endroit où travaillait Swango, beaucoup d'employés ressentent de soudaines crampes d'estomac. Ils ont des nausées, des étourdissements et des faiblesses musculaires. Certains vont être hospitalisés et l'un d'entre eux est même tombé dans le coma. Swango, lui, s'en foutait complètement. C'était vraiment le cadet de ses soucis. Il quitte son travail comme si de rien n'était. Il décide même à ce moment-là de récupérer sa licence médicale et d'exercer à nouveau en tant que médecin. J'ai l'impression que ce mec ne s'arrêtera jamais. Il avait envie de faire du mal et il ne s'arrêtera pas. Il devenait urgent d'en finir avec lui et qu'il retourne directement en prison. Pendant ce temps-là, pour arriver à exercer à nouveau, il change de nom en 1990
Il va s'appeler David Jackson Adams. En mai 1991, Swango postule pour un stage au Ohio Valley Medical Center à Wheeling, en Virginie occidentale. Il aurait eu plusieurs échanges avec le docteur Jeffrey Schultz, médecin en chef de l'hôpital. Il expliquera au docteur tout sur sa suspension, ou plutôt il mentira sur tout ce qui s'est passé. Il dira avoir été reconnu coupable pour une altercation dans un restaurant. Bien évidemment, le docteur pense que la punition est trop sévère, mais il expliquera à Swango qu'il va procéder à quelques vérifications avant de lui donner une réponse définitive. Swango, pendant ce temps, falsifie plusieurs documents, y compris une fiche d'information de la prison. Il falsifie également une lettre du gouverneur de Virginie dans laquelle il demande la réhabilitation de Swango. Le docteur Schultz envoie ces documents aux autorités de Quincy qui lui enverront les bons documents. Il se rendra compte de la supercherie et rejettera sa candidature. Tout son plan tombait à l'eau et heureusement. Mais ça n'arrêtera pas Swango pour autant. Il envoie sa candidature à l'université du Dakota du Sud. Impressionné par ses références, le directeur Anthony Salem échangera beaucoup par téléphone avec Swango. Puis ensuite, il invitera à passer une série d'entretiens personnels. Swango s'en sortira avec succès. Et le 18 mars 1992, il est admis en tant que médecin interne. Il rencontre à la même période Kristen. Il était immédiatement attiré par cette infirmière qui était très belle, selon ses collègues, et qui avait un sourire éclatant et radieux. Kristen, quant à elle, était fiancée à un autre garçon et n'aime pas Swango. Elle le trouve ni attrayant, ni agréable à regarder. Ça fait plutôt mal. Mais à force de persévérance, il lui retourne le cerveau et elle finit par tomber amoureuse de lui. Elle quitte son fiancé et commence à sortir avec Swango. Certaines amies de Kristen essaieront de la prévenir quant aux rumeurs qui circulent sur lui. Kristen les ignore et continue sa relation avec lui. L'homme qu'elle aimait, qu'elle connaissait était dangereux, mais ça, elle ne le savait pas encore. Elle accepte alors de déménager avec lui. Ils s'installent donc ensemble dans le Dakota du Sud et Kristen trouve rapidement un emploi. Elle trouve un poste dans le service des anciens combattants, dans le même hôpital où travaillait Swango. Leurs collègues respectifs ne savaient pas que Swango et Kristen sortaient ensemble. Swango avait interdit à Kristen de parler de leur relation aux autres, prétextant que ça pouvait faire de l'ombre à sa carrière de médecin. Surtout que Swango se comportait de manière exemplaire et il était très apprécié par ses pairs. Tout le monde l'aimait, ses collègues et même les équipes d'infirmières. Il ne parlait plus de ses macabres fantasmes et ne montrait aucune bizarrerie, ni dans son caractère, ni dans son comportement. Mais plutôt que de rester discret, Swango va prendre une décision qui va tout changer. Il décide de rentrer dans l'association médicale américaine. Seulement la présidente de l'association effectuera des vérifications. Elle va vérifier ses qualifications et plein de petits détails le concernant, mais à force de recherche, elle va découvrir quelque chose qui va lui donner froid dans le dos. Elle est informée de tous les squelettes que Swango cachait dans ses placards et de toutes les suspicions d'empoisonnement. Elle décide immédiatement de transmettre son dossier au conseil d'éthique judiciaire. Le soir même, l'interview de Swango est diffusée sur la chaîne d'information locale et la vérité est dévoilée. Elle prévient également les actuels employeurs de Swango qui le contactent immédiatement et lui demandent de démissionner sur le champ. Là, il peut dire adieu à ses rêves de pratiquer la médecine, et tant mieux parce que c'est un putain de criminel. Kristen, quant à elle, découvre l'affaire et elle est en état de choc. Elle ne connaissait pas cette partie sombre de Swango et elle décide de lui en parler. Mais très vite, elle commence à être prise de violentes migraines. Elle ne souriait plus et commençait à s'isoler. Quelque temps plus tard, elle sera finalement hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Quant à la police, ils vont la retrouver nue errant dans la rue complètement confuse. Elle quitte Swango en 1993 et retourne en Virginie auprès des siens. Peu de temps après, toutes ses migraines ont complètement disparu. Mais Kristen est trop amoureuse. Swango réapparaît dans sa vie et la convainc de se remettre ensemble. Swango ne se laisse pas abattre et décide de retenter sa chance dans d'autres écoles médicales. Ici, je fais une petite parenthèse pour vous dire à quel point cette affaire c'est du grand n'importe quoi. On découvre des choses horribles concernant Swango, mais il n'est toujours pas arrêté. À ce stade, ça paraît évident qu'il veut commettre des meurtres. C'est un homme rempli de vices qui a besoin de voir les gens souffrir autour de lui. Il veut les voir souffrir jusqu'à les voir mourir, c'était sûr. Mais malgré tout ça, les empoisonnements, il continue sa vie comme si de rien n'était, il n'est toujours pas enfermé. Bref, il continue à rechercher un emploi et il va mentir pour entrer dans un programme de psychiatrie à Stony Brook, université dans l'état de New York. Et bien évidemment, encore une fois, des patients vont mourir mystérieusement. Swango et Kristen étaient maintenant séparés depuis 4 mois, mais se parlaient régulièrement jusqu'à ce qu'elle découvre que Swango lui avait complètement vidé son compte en banque. Le 15 juillet 1993, Kristen se suicide de désespoir en se tirant une balle dans la poitrine. La mère de Karen, Sharon Cooper, haïssait Swango et le blâmait pour le suicide de sa fille. Pour la mère, ça lui paraissait juste incroyable et impossible que Swango puisse encore pratiquer dans un
un hôpital après tout ce qui s'est passé. Et elle avait raison, bordel. On avait l'impression que Swango était intouchable et que tout le monde s'en foutait. Elle décide alors d'enquêter et d'entrer en contact avec une infirmière, ex-collègue de sa fille dans le Dakota du Sud. Elle lui écrit une lettre dans laquelle elle disait toutes les choses suivantes. Je suis à la fois triste et soulagée de la mort de Kristen, parce que je sais que Swango ne pourra plus lui faire de mal. L'ami de Kristen, voyant la détresse de cette mère, va immédiatement dénoncer Swango à Jordan Cohen, responsable de l'école de Stony Brook. Jordan Cohen va virer sur le champ Swango. Pour éviter qu'il ne fraude encore et encore dans d'autres centres médicaux, Jordan Cohen envoie à toutes les facultés de médecine ainsi que plus de 1000 hôpitaux le CV ainsi que le portrait de Swango en les avertissant de la situation. Après être licencié, Swango passe dans la clandestinité. Le FBI le recherche pour falsification de documents. Il se cachera jusqu'en juillet 1994. Il trouve un job avec un faux nom, Jack Kirk, dans une entreprise de traitement des eaux usées. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on lui donne accès au réservoir d'eau de toute la ville d'Atlanta. Un très bon plan pour Swango, mais le FBI va le retrouver à temps. Ils interrogent son patron qui finit par le licencier encore. Il disparaît une fois de plus, laissant derrière lui un mandat d'arrêt émis par le FBI. Là, Swango était assez intelligent pour se rendre compte qu'il était dans la merde. Il était dans une situation délicate et il devait tout faire pour quitter le pays. Il modifie son CV et falsifie son dossier pour envoyer sa candidature à une société nommée Option. Option s'occupe d'aider les étudiants en médecine ainsi que les médecins américains à trouver un emploi à l'étranger. En novembre 1994, l'église luthérienne embauche Swango en se basant sur sa fausse candidature. On l'envoie alors en mission au Zimbabwe. C'est fou à quel point de voir qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, c'était un véritable danger. Le docteur Christopher Zichri, directeur de l'établissement, était enchanté de la venue d'un médecin américain dans son hôpital. Par contre, une fois à son poste, il était évident que Swango n'avait pas du tout les compétences requises pour exercer. Il n'arrivait même pas à exécuter les tâches les plus basiques. Le docteur Zichri l'envoie donc chez un confrère pour pratiquer pendant 4 ou 5 mois en mettant ça sur le compte de l'inexpérience. Une fois revenu près du docteur Zichri, son attitude change à nouveau. Il n'a pas l'air intéressé, ni par la médecine, ni par les patients. Beaucoup disaient qu'il était feignant et grossier, et c'est à partir de là que des patients ont commencé à mourir. Les patients ayant survécu se souvenaient parfaitement que Swango avait injecté quelque chose de bizarre dans leur perfusion, ou leur boisson, ou leur nourriture. Et juste après le passage de Swango, les patients étaient comme par hasard pris de violentes convulsions. Malheureusement pour lui, les infirmières confirment les dires des patients, ce qui incite le docteur Zichri à appeler la police. Une autre enquête commence et la police trouve au domicile de Swango une centaine de poisons et de drogues. Le 13 octobre 1995, il est licencié et on lui donne une semaine pour quitter son logement de fonction. Swango reste pendant 1 an et demi au Zimbabwe. Son avocat tentera par tous les moyens de lui faire récupérer sa licence de médecine pour qu'il puisse pratiquer. Il finit par fuir en Zambie lorsque les preuves de sa culpabilité commencent à surgir de partout. Le 27 juin 1997, Swango retourne aux États-Unis, à Chicago. Sauf qu'en fait, il ne rentre pas aux États-Unis, il fait juste une escale. Il doit se rendre à Dhahran, en Arabie Saoudite, où il s'est vu proposer un job au Royal Hospital. Mais comme un mandat d'arrêt a été lancé contre lui quelques années plus tôt, il est arrêté à l'aéroport. Et directement après, il sera emprisonné à New York en attendant son procès. 1 an après, il sera déclaré coupable de fraude au gouvernement et prend 3 ans et 6 mois de prison ferme. En juillet 2000, quelques jours avant sa libération, les autorités fédérales l'accusent de plusieurs chefs d'inculpation. Une agression, 3 fausses déclarations, 4 meurtres et une fraude postale. Bien entendu, en connaissant son parcours et son histoire, on peut estimer qu'il a tué beaucoup plus que ça. C'est un véritable tueur en série et ça, c'était indéniable. Le Zimbabwe fait tout ce qui est en son possible pour faire extrader Swango. Là-bas, il pourra être jugé pour les 5 chefs d'inculpation pour meurtre dont il est accusé. Swango se déclare innocent dans cette affaire, mais sachant qu'il risque la peine de mort, il se déclare coupable de meurtre et de fraude. Il sera condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie consécutives sans possibilité de libération. Il a aujourd'hui presque 70 ans et il est à la prison de haute sécurité d'ADX Florence dans le Colorado. Aujourd'hui, il refuse toute interview et les gardiens disent que c'est un prisonnier sans histoire. Ainsi se termine l'affaire Michael Swango et franchement, c'était un véritable bourbier. Cette affaire semble surréaliste et je trouve ça totalement absurde qu'il n'a pas été arrêté avant. C'était un véritable danger en liberté qui n'a jamais cessé de faire du mal aux gens qu'il a croisés dans sa vie. En fait, le pire avec cette histoire, c'est qu'il y a de quoi en devenir parano avec le corps médical. Déjà que l'hôpital et moi, on n'est pas de très bons amis, alors là, c'est pire. Ça donne encore moins envie, bon sang. Quand je vais voir un médecin s'approcher de moi avec une seringue, je vais me dire, mais ce mec fait flipper. J'espère que c'est pas un Swango.
J'en rigole mais c'est nerveux parce que cette histoire est terrible. Plus sérieusement, heureusement qu'il s'agit d'un cas isolé. Quand on va chez le médecin, c'est pour se faire soigner et non pas pour se faire éliminer. Et d'ailleurs, j'en profite pour transmettre un message, gros soutien au corps médical qui sauve des vies chaque jour. Les infirmières qui s'occupent de nos proches quand ils vont mal et ces précieux médecins qui nous sauvent de tout un tas de maladies. Des gros cœurs sur vous si vous êtes dans le corps médical. Et quant à toi Swango, tu es tout simplement une honte et un véritable danger qui doit pourrir en prison. Sur ce mes amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.